Des vallées, des vieux bambous tous sautifs, majestueux le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le des ravines, le seigneurie par les flots du Fourri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekouka, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, puis coussi d'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De la nation, éclaire nos terres de Lyon, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousseri à Batouri, de Bakassi à Kérossi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue à cette autre édition de Brief Hour avec le MRC Task Force USA. Nous allons, en ce jour de fête dans notre pays hôte, les États-Unis, déjà souhaiter à tous les Américains une bonne fête de l'indépendance. Today is the 4th of July celebration in the USA. And welcome again to another edition of Brief Hour with the Task Force CRM-USA. And you already know the articulation of our Brief Hour today. We're going to talk about news, what's going on around the world. And then we're going to talk about one of our heroes in Cameroon. And at the end of the program, we are going to be speaking to a guest that is going to be a surprise for all of us, and he's going to be talking about some of the things that are going on around the world and in Cameroon. With that said, we're going to go ahead and get started. In Cameroon, we have the announcement of the prorogation, which means that basically the task force has been prorogated in terms of what they were tasked to do within the USA. I'm going to go ahead and read that decision for you. C'est la décision numéro 25 bar PN bar MRC portant réorganisation et prorogation du mandat de la task force MRC USA. Le président national, vu les statuts, vu la résolution prise au directoire du 6 mars 2020 relative à la réorganisation du parti en Amérique du Nord, vu la décision numéro 24 PN MRC du 27 mars 2020 portant création et réorganisation du fonctionnement de la task force MRC Usa. Décide, article 1er, le mandat de la task force MRC USA est prorogé pour une durée de 5 mois
à compter de la signature de la présente décision. Toutefois, la Task Force MRC USA poursuivra après de la signature de la présente décision au 31 octobre 2020 sa mission de restructuration et d'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire des États-Unis d'Amérique et tout positionnement irrelatif au directoire du parti du 1er au 30 novembre 2020, période au cours de laquelle auront lieu des élections internes du parti. Elle assurera la gestion des affaires courantes. Le coordonnateur de la Task Force MRC ne sera pas candidat à quelque poste que ce soit lors des élections internes du parti. Article numéro 2. La Task Force MRC USA jouera en outre le rôle du bureau régional provisoire du MRC aux États-Unis d'Amérique jusqu'à l'organisation par les instances compétentes du parti des élections internes qui devra avoir lieu avant la fin de son mandat. À cet effet, donc je suis en train de vous lire cet article. À cet égard, elle travaillera en collaboration avec les instances responsables non démissionnaires du parti aux États-Unis, lesquelles doivent la reconnaître comme unique instance chargée de la gestion provisoire du parti jusqu'à l'organisation des élections internes. À la suite des dites élections, la Task Force MRC USA transmettra aux responsables du parti nouvellement élus l'ensemble des articles, des archives, je voulais dire, du parti lors de leur installation. Article 3. L'équipe de la Task Force MRC USA est réorganisée ainsi que suit. Coordinateur national, Bertrand Fonjo, qui est dans Chicago, en Illinois. Et les membres sont Yvonne Gobilon, qui est dans le Texas City, au Texas. Cyril Essomo, qui est à Silver Spring, dans le Maryland. Emmanuel Foucault, qui est en Albany, à New York. Et il y a deux autres membres. Que je vais vous lire tout de suite. Deux autres membres qui sont, en fait, trois autres membres, James Engon, Houston au Texas, Brigitte Bumba, Austin, Texas, Nathalie Yankam, Chattanooga, Tennessee, et Viviane Coate, New York City, New York. Donc, l'article 4 dit que la Task Force MRC adresse au directoire un rapport complet à la fin de sa mission. L'article 5, la présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Ça se fait à Yaoundé le 26 juin 2020 et signé par le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. Donc déjà, ça c'est la première nouvelle avec laquelle nous voulons engager notre émission ce jour. Et en second, nous parlerons de l'activité du président du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui a émis un tweet en date du 17 juin dans lequel il le dit en anglais, il disait que for Cameroon, to meet the long subdued aspiration of the people, we must implement a democratic agenda, a viable path forward. Our human rights and our dignity must be respected. Until then, our country will remain mired chaos. Donc ça, c'est un tweet du président national du MRC qui a été émis déjà dans son compte Twitter. Et aussi, dans le cadre des activités du parti, nous avons aussi une interview qui a été donnée par le porte-parole du parti, Olivier Bebou-Nissak. Et dans son interview, que nous avons tous suivi, il donne son avis sur ce que pense le gouvernement de Yaoundé du gré à gré, qui, selon le porte-parole du RDPC, pense que le gré à gré dont parle le MRC est une fantasmagorie. Alors, à cette question, le porte-parole du MRC dit que le MRC prend acte
de ce que pense le gouvernement RDPC du gré à gré, et dit aussi après cela que, selon lui, nous faisons le retour en arrière, où c'est comme un serpent qui se mord la queue, en disant tout simplement que le passif qui n'a pas encore été résolu après les élections de 2018 au Cameroun, élections à l'issue desquelles le président national du MRC a été vainqueur et a eu une victoire volée. Bibou Nissak dit aussi que tant que ce passif n'est pas résolu et que la crise du NOSO dans le nord-ouest et le sud-ouest qui sévit depuis 2017 n'est pas résolue, on ne peut pas déjà parler d'une transition claire. Et c'est son avis sur ce gré à gré, et le RDPC pense que, en fait, c'est une fantasmagorie. Bibou Nissa pense aussi que tant que tous les prisonniers politiques n'ont pas été libérés, nous ne pouvons pas parler de paix durable ou bien de transition politique ou bien d'un État démocratique au niveau du Cameroun. Et Bibou Nissak aussi, le porte-parole du MRC, parle déjà du grand dialogue national qui a eu lieu il y a quelques temps au Cameroun, et qu'il traite de ballon à air, qui n'a rien en fait apporté jusqu'à ce jour, tant que tous ces problèmes qu'il énonce dans son interview ne sont pas résolus. Et il parle aussi il répond aussi à une question à propos d'une sorte d'enquête qui a été diligentée par le président du Cameroun après les massacres de Garbeux. Il répond que, en fait, cette enquête n'a pas produit quelque chose de vraiment soutenable, parce que rien que, il les appelle, rien que les sous-fifres ont été accusés à l'issue de ce rapport qui a été finalisé en avril 2020. Et dans cette interview aussi, le porte-parole du MRC donne la position de son parti pour les élections, le boycott des dernières élections qui ont eu lieu au Cameroun. Dans sa réponse, il pense que, en fait, le MRC ne pouvait pas aller à ces élections tant que ces éléments qu'il invoque dans son interview n'ont pas été résolus, comme la résolution du passif après les élections de 2017 au Cameroun, 18 au Cameroun, et puis aussi la résolution de la crise anglophone. Et à sa réponse de savoir, en répondant à la question de savoir est-ce que, en fait, n'ayant pas d'élus au niveau du Parlement, est-ce que le président national du MRC peut avoir les signatures requises pour pouvoir participer à des élections futures au Cameroun? En fait, à cette question, Olivier Bibou Nissak répond que l'objectif du MRC n'est pas un objectif d'une personne quelle que soit ou bien d'un militant, mais une lutte pour l'instauration de la démocratie, de liberté au niveau du Cameroun. C'est ce combat-là que le MRC est en train de mener, en fait, selon Olivier Bibou Nissak. Donc, selon Olivier Bibou Nissak encore, et répondant à la question de savoir est-ce que le président national du MRC ira à des élections prochaines au Cameroun, à lui de répondre qu'il n'y aura, c'est ça, je répète exactement ces paroles, il n'y aura aucune élection, quelle que soit au Cameroun, tant que le passif électoral de 2018 n'a pas été résolu, ou bien que la crise anglophone n'a pas trouvé une solution pacifique. C'était là une interview qu'a rendue le porte-parole du MRC au niveau des médias dans les jours passés, et qui donnait sa position sur quelques problèmes et qui répondait aux questions des journalistes sur quelques problèmes qui se passent en ce moment au Cameroun. Le quatrième point que nous allons couvrir dans nos nouvelles ce jour, c'est déjà aussi
la crise anglophone avec cette réunion entre le gouvernement du Cameroun et certains leaders ambazoniens, certains leaders séparatistes la semaine passée au niveau de Yaoundé pour commencer des négociations sur un cessez-le-feu au niveau de la crise anglophone entre le gouvernement camerounais et entre le gouvernement camerounais et les sécessionnistes, les séparatistes anglophones. Nous y reviendrons quand nous aurons assez de nouvelles précises à partager avec vous par rapport à cette nouvelle qui nous annonce le début des négociations pour un ceasefire entre le gouvernement camerounais et les séparatistes anglophones. Maintenant, pour passer aux nouvelles proprement MRC, Task Force USA, vous savez que la task force a été créée au niveau des États-Unis pour réorganiser le parti et lancer les activités du MRC, faire revivre les activités du MRC au niveau des États-Unis. Et vous savez que la task force est installée en ce moment dans toutes les régions des États-Unis. Nous avons la région de l'Ouest, nous avons la région du Sud-Ouest, nous avons la région du Midwest, du South-East et la région du North-East. Et déjà, au niveau des activités de la task force, toutes les semaines, tous les dimanches, la task force se réunit dimanche à 16h Eastern Standard Time pour discuter déjà des activités de la task force et de ce qu'il y a lieu de faire pour la suite de cette réorganisation du MRC au niveau des États-Unis. Et en ce qui concerne les activités précises, il y a des campagnes au niveau de toutes les régions d'enrollment des nouveaux membres et pour amener les Camerounais vivant aux États-Unis de s'intéresser déjà à la chose politique et à joindre le MRC. Au compte de ces activités, nous annonçons déjà la délivrance des nouvelles cartes de membres pour chaque membre MRC qui aura payé ses frais de membre et aura une carte de membre qui lui sera envoyée très incessamment. OK? Et au niveau aussi des activités de la task force au niveau des États-Unis, en parlant des régions, nous avons en ce jour, le 4 juillet 2020, un barbecue qui se tiendra à Atlanta. Et je vais vous donner exactement les informations. It's the 4th of July barbecue. It's going to be from 3 p.m. to 7 p.m. And the address is at 5140 Memorial Drive in Stone Mountain, Georgia. And it's going to be, the contact number for that barbecue is going to be 770-367-8331. So if you are in Atlanta and you haven't heard about this news of the task force, of what the task force is doing, please reach out to this number, 770-367-8331. There's going to be a barbecue today. It's a 4th of July barbecue organized by the Southeast region in Atlanta. And it's going to be, again, let me repeat the address so that you can have it. It's going to be from 3 p.m. today to 7 p.m. And it's going to be at 5140 Memorial Drive in Stone Mountain, Georgia. And the contact number is going to be 770-367-8331. So that's what's going on with the task force in the USA as we speak. And as I started this program today, I read a notice to you that give more time to the task force to be able to accomplish what they have to accomplish within the USA. And this time is going to run until end of October 2020. So with that said, we're going to go ahead and move to the next section of our program. And as I said in the beginning when I was announcing the articulation of this program, we're going to be talking about the news. So we just covered the news, what's going on in Cameroon and around the world. And next, we're going to be talking about some people that have given it all. We call that section the Heroes of Cameroon. And it's very important. We have that section to be able to get you abreast of what's going on
with people that have given it all in Cameroon, that have fought the right fight, that have sacrificed for us to have the freedoms that we have today. So today we're going to be talking about Ernest Wangie. Ernest Wangie is it's the nationalist independentist who has given it all, who's fought for Cameroon to be free. And to talk about that today, we're going to have one of our colleagues, one of our brothers, one of our Cameroonian AP, who's going to come here and enlighten you on Cameroon history and really talking to you about these people that have given it all. So, without further ado, I have Emmanuel who just joined us. Hey, Emmanuel, how are you doing today? I'm doing great, Mr. Severin. How are you doing? Every good to see you. Very good to see you every Saturday as you come in here and enlighten us with Cameroonian history, which is very crucial, right? It's good. It's a good thing for us to understand. So I'm going to go ahead and let you go ahead and run with this at this point and talk to us about Ernest Wangie. Well, thank you so much for having me again. I'm once more thrilled and privileged to be on stage with you guys. I want to say a big thank you and acknowledge the great work that the USA Task Force is doing. And I also want to thank our heroes that are providing leadership and providing technical expertise for us to be able to deliver this program week in and week out. So, and I just want to thank the entire CRM-USA community in the United States, and also thank you to the people of Cameroon in the United States, in the entire diaspora of the world, and also thank you to the great people of Cameroon at home. So I'm honored again today to be discussing one of our latest hero in our history, the history of freedom, of the liberation of our nation from foreign powers, and that happened to be the person of Ernest Wangie. So again, before I get started, I would like to mention that as folks from our own generation grew up, again, I refer to him as the latest hero because he was the one that was actually executed shortly, just right after the 70s. And we remember hearing about that school teacher who, for some reason, had said no to the colonial powers. So reading and preparing for this program, I had the privilege again to look back and understand his whole history. So we would discuss initially, his early life, career, and things like that. Then we'll talk about his fight, his resistance, that stance he firmly took against colonial power, even after the leadership of the party at the time, the UPC, was decimated and brutally assassinated by the colonial powers. And we would go into his capture, his trial, if we can call it that, and his execution, and then the aftermath of that. So history tells us that Ernest Wangie was born in 1924, and he was born in the western province of Cameroon near Bana. And so he initially got educated in the system that was there at the time, and we are learning that he graduated from the institution that was called at the time École des Moniteurs Indigènes. So he left that institution with a diploma that qualified him to practice and work as a school teacher. So as a matter of fact, we have people, friends that would tell us that Ernest Wangie actually was their parent or their mom or dad teacher. And one of the location he was most known to have worked at was the public school system of Nouvelle Bamileke, as they call it. However, he had actually been assigned to different locations within the nation
So history tells us that after his graduation, he was assigned to Edea. He did teach over there, and history also tells us that from there he was posted to Chang, and at some point even he was actually assigned in the Yoko area within the central region of Cameroon. So again, note here he's born in 1921, and he joined the UPC, the Union of People of Cameroon, in 1948. So there he must have just been about 27 years at the time, and he was already very active in the liberation of his nation. So 4 years, exactly 4 years after joining the movement. Again, note that here he's a professional, he's practicing a profession, taking care of his family, and he's moving from, he's been relocated by the administration at the time from places to practice his profession. But that desire to see his country free from colonial powers, to see his people being treated in a more dignifying way, very heavy in his heart. So 4 years after that, within the party, his leadership is it comes forth, and President Umniobe and his partner Félix Mumia at the time, they were very keen of him, and is that history tells us in 1952 he became the vice president of the UPC. So from that time, again, there was that struggle that was already going on. At this level, France, the French administration was in charge of Cameroon, after the deals that were decided by the United Nations after the Second World War. And as early as 1955, the UPC started to organize some strikes within the nation. So when the UPC organized the strikes, a great reaction, followed from the French backed administration at the time, which was that of President Aidjo. So what we are told here is that right after that strike, the UPC is sanctioned and dissolved. It was dissolved by the French administration. So going forward, the UPC was no longer allowed to operate within the nation of Cameroon. Yeah. So again, very interesting point here. So what happens? President Umniobe retracted back into the Boom Yebel area where he is originally from, and history tells us that fighters were actually living in bushes. They were relocating into those swamp area and then preparing to resist the French pressure. So Ernest Wanje, who is our hero of today, he actually retracted out and went to southern Cameroon. So Ernest Wanje went to southern Cameroon. So again, Umniobe stayed in Cameroon, and Ernest Wanje went to southern Cameroon. So at that point, the French administration kept on fighting the resistance, and they tracked for 3 years. They tracked Umniobe and assassinated him exactly as history tells us in 1958 near his village. So again, I recall our sister Natalie discussing that part of the history here. So 1958, Umniobe is killed. Ernest Wanje is retracted in that southern Cameroon area. Then after that, the French people kept hunting and going after the nationalists. 2 years exactly after that, what happens is that Félix Moumier, who was now the president of UPC, the leader in charge of UPC, is tracked in the diaspora and assassinated in Switzerland, as history tells us, by poisoning. So then the French government applied, and the government of President Aidjo, they then applied pressure on the southern Cameroon people at the time, still under British influence. They applied that pressure to extract Ernest Wanje from Cameroon. So history tells us that he goes from Cameroon to Sudan. So they actually sent him over there to exile. And he moved from Sudan to Egypt,
moved from Egypt to Guinea and Guinea-Conakry at the time, and then from Guinea-Conakry finally to Ghana. So as we go into, as we dig deep into history, very fascinating. What happens at that level is that pressure from the fighters, from the nationalists, because at home the UPC still stayed with in resistance, even though Umniobe was gone, Mumie was assassinated, Wanje and some other leaders like Abel Kinge, as history tells, were now in exile. However, Cameroon then gained independence that year, 1960. So Okay. again, his independence, and again, that pressure continued from the colonial master. They went ahead and they sentenced Wanje and some other UPC leader, sentenced them, and then um, at that point they were prevented from ever stepping foot in Cameroon. So happening on the field, the leaders were gone, the UPC was being weakened by the pressure and the push from the colonial masters. And it was in 1961 that Ernest Wanje decided now to secretly get back into Cameroon and continue that fight. Just note over here that Cameroon already has a president. Cameroon already gained an independence, but the nationalists do not believe that this independence was legit, and therefore Wanje then left exile. And because he was now pushed out, he was not allowed to step foot in Cameroon. Yet he went ahead and did. So we are not. It's not very clear how he got into Cameroon in 1961, but he did enter Cameroon. And as he entered Cameroon, then he focused his fight in the Konsamba and then western region of Cameroon. So from history, we learned that that's where that UPC, the fighters, were organized. And Wanje had a focus on two things: on educating people about the value of the party, and then training them on how to fight. So at that point, President Aijo is still ruling, is ruling Cameroon, and he understands that that situation was a very pressing one. So he, at the time, there happened to be a bishop called Albert Dokmo. So a bishop that was practicing or leading religious programs with the church in the Konsamba area. So however, he was close to President Aijo, I don't know, but history tells us that he also had a heart for the nationalists. So he then became some sort of mediator between Ernest Wanje, who was the leader of the resistance, and then Aijo. So what we are learning here is that there were some back and forth over there between the two. And history also tells us that at the time, Dogmo would travel abroad in the West for ministry, and then Cameroonians living abroad in the diaspora at the time were they were also very supportive of the resistance going on. And at times they would be they would be putting money together and sometimes sending it back to Cameroon through the bishop to give it out to the leadership of UPC to continue to fight resistance. So we are learning here that at some point around 1965, Aijo wants Monsignor Dogmo to figure something out about this one day guy. So then what's happening on the field is that the resistance is weakening, lack of weapon, and the French people are using more and more brutal way. I mean, get from gassing people to bombing places and destroying tens of thousands of human life, just like some of the things we are seeing happening today. So at that point, comes 1970, Wanje agrees. He actually agrees to leave Cameroon, and then he was with some of his leaders. And history tells us that he was actually he decided to get out of Cameroon, to be extracted from Cameroon, enlisting the help of Monsignor Dogmo, and then going out with his secretary at the time, Jasep, who is actually still alive today. So something happens there between the Western Province and Konsamba. So they set up an appointment to meet. Monsignor Dogmo comes and gets them in his car, and then take them to his residence at the chapel, and then tells them that he's going to have to travel to Rome on religious business, and takes them to one of his
Sunday school teacher, as history tells us. Mm-hmm. So, school teacher then must have decided at that point. There are many versions of the story, but long story short is that the Sunday school teacher decide to turn them over. So Mm-hmm. realize that they may be tracked down. They actually set out to run into the bushes. So Yeah. Giuseppe is arrested, and Ernest Wange chooses to escape further, and he got lost into the banana plantations of the Konsamba region. It looks like we are having some technical difficulties, but I'm sure Emmanuel will be back with us very soon. It looks like we just lost him. But as he was saying, it is very crucial that with what's going on today, that we understand the similarities between these fights that went on in the 1960s for our independence and for us being able to stand as a people, as a country. And today, again, with the CRM, the Cameroon Renaissance movement, right? It's a renaissance. It's the same type of resistance going on. It's the same type of fighting for the people, fighting for a better country, fighting for a betterness of things, right? So, so now C'est après avis what la we are going nomination à to be 25 ans. doing is really try to bring about the similarities and educating people first, educating Cameroonians so that they can understand their history, because it's very critical that we understand our history and we get educated. There we go. I think we having some technical difficulties, but I just want everyone, every Cameroonian to be able. Hey, Emmanuel, I thought we lost you there a little bit. Are you back? Yeah, we had a little technical issue, but Okay. it seems to be resolved right now. Okay, go ahead. Go ahead and continue with your piece. Yes, so we were here at the arrest of Ernest Wange. So Giuseppe is first arrested, and then the government now deploys the military out to track Wange within the plantations of the banana plantations of the Mungo. And shortly after that, he got lost so badly. So history says he got lost so badly, and days out there in the woods, tired, no food, no guidance or whatever. He actually saw someone passing by, and he asked the person to actually help him get to the nearest station around. Mm-hmm. So the person must have recognized who he was, and instead took him towards the nearest police station. So once Wange, again physically exhausted, realized that he was close to the nearest police station, he did tell the escort to just, he told him thank you and went straight into that police station. So history says that when the police people and officers saw him, they actually took off. And he got over to Wange. Then they came back, and quickly the government was alerted, and he was arrested right there. So history is very specific on the fact that he actually turned himself in. So he's arrested, and here we are in November of 1970, and he's quickly now transferred to Yaoundé. So then they schedule some sort of what history tracks as another unfair trial, where they actually assign him a lawyer that is assigned by the French back administration of Mrc Usa at the time. So they say when they are going through physical torture and before heavy interrogation, shortly after that, just few weeks after that, Monseigneur Dogmo also came back. He returned from Rome, and he was as well arrested. He was arrested. So we are learning here that Wange goes through, and his people that were arrested at the time, including Monseigneur Dogmo, they went through a lot of physical abuse before being interrogated all the time. So when he first appeared to court,
Wanje tells them that he has a lawyer in France that he hasn't even been allowed to talk to, and he has another lawyer in Great Britain that he hasn't been allowed to talk to. And he tells the government that it makes no sense that they that are totally determined to destroy him are the ones to assign him with a lawyer. And he said, I am not, unless my lawyers appear to my, allowed to be present at my trial, I'm not going to be talking to anyone. I'm not going to be defending myself anymore. In fact, if you would keep my lawyers out of here, I would rather be killed. He actually told them that in court. Okay. And they say, as the time went on, a few days, he actually decided to be defending Bert, other comrades of UPC that were arrested with him. And from that point on, he did not say anything to defend himself. So they finally quickly made a decision and went ahead and scheduled his execution in Bafoussam on January the 15th, 1971. As I was researching for this program, I did listen to a short interview of Jacep, who was his secretary at the time. So they were arrested and they were pretty much within the same prison. And Jacep said that the day they came out to pull Wanje, Gabriel Taber, and Raphael Fossing out of jail, because those were the three people that they decided to execute, to kill, to shoot in Bafoussam. So Jacep says that night he had a dream. And again, remember that Jacep is alive today in his mid or late 70s, something like that. He had a dream and he said someone pull a weapon to kill him. Okay. And an old woman, an elderly woman told the person, what do you need from this kid? And then the person stopped. He said the next day he was told that he's going to remain in prison. And then Wanje and the two other fighters were actually pulled out, and then they were flew into the Bafoussam airport to be taken to the place where they were finally killed. We also learned through that process that Wanje did stop in Bamenju at the chapel over there, and the bishop in charge of that chapel at the time was Monsignor Woken, who actually passed, I believe, in the early 2000s. Yeah. And that was the first person he had met to have some spiritual discussion before headed to the place where he was, to the venue where he was assassinated. Now, very important to note here is that history tells us that he appeared very joyful and very upbeat as far as his mood and demeanor on that day. So he walked into that assassination venue equal to himself, smiley, happy, in good mood, and very upbeat. Yeah. And the practice at the time was to blindfold the nationalists before executing them, before assassinating them. And he also resisted the blindfolding. He told them he was not going to get blindfolded. And that encounter is known as the last struggle he had with them, and actually won. So he wasn't blindfolded, and he was killed by a firing squad. And we also learned from history that after he was killed by that firing squad of dozens of bullets, a young French officer went very close to him and made sure that he was actually dead, and then shot him again a few times. It is very interesting to note that some of our leaders of today were actually at that scene, and he was buried right around the same location. And we also learned from history that in 1991, he was actually a presidential decree appointed him as a national hero. Granted that there isn't anything much that has been done after that. And we also learn about a struggle around his remains, and there was a conflict that ensued some few years later, very late into the 1990, I think actually early 2000, that his grave must have been tampered with,
but some other people say it is believed that his family might have actually come over there and collected his remains. So today it isn't quite clear if he's still there or his remains have been moved to some other places. So that's kind of what we remember from Ernest Wanji. His wife, because he was married and had 5 children, his wife actually passed away just about, give or take, don't quote me for that one, but I believe early around 2012. And children are still around, and we've actually seen some interviews at home of some of his kids. His daughter, that was born in Ghana from a Ghanaian mother, actually decided to go back to live and work in Cameroon, got married to a Cameroonian doctor, but again died mysteriously. So out of his 6 children, there are 5 surviving as of today. So as you can see, it's a very fresh history, and I'm glad to be sharing and discussing it today with you. So I'll give it back to you. Thank you so much, Emmanuel. I mean, it's enlightening, right? It's enlightening. It's important, right? Education is what we need. Being able to understand why are we fighting? What are the things that some other people did before us, so that we can know. Because if you understand why you're fighting, you can behave like Ernest Wanji, right? He was proud. He was proud. He was a fighter. He was really ready to give it all. And again, thank you for joining us today again for this other brief hour. And definitely we'll say see you next week with another hero. I'm not sure. We may have some technical. Okay, there we go. I think that sums it. And as I was saying, it's very crucial. It's very important that we understand our history. We understand where, because if you don't understand where you came from, you will never know where is it that you're going. And that's why we do our best to be able to provide you this this brief hour and enlightening you on some of the people that fought and gave it all in Cameroon in the 1960s for the independence, or some freedoms that you are enjoying today. So we're going to move right away into the next portion of our program. The next portion of our program, we're going to be having 2 people from the CRM. One is Dr. It's Maitre Fidel Jumbisi from the CRM. We're going to have a sympathizer from the CRM by the name of Serge Malaga. And we're just going to have a conversation, right? We're just going to have a discussion with them in terms of things that are going on right now in Cameroon, and what is their take on some of these things, and what are some of the advices that they can give us as a group, as a task force working here miles away from Cameroon and trying to help in building this new Cameroon, democratic Cameroon for all the people of Cameroon to enjoy. So while we're waiting on our guests to join us, some of the things that we talked about today are basically in things that are going on in Cameroon in terms of what are the things that the party is, even though miles away from Cameroon, what are some of the things that the Task Force CRM is doing in the USA? As I announced early in the news, the Task Force news, I say that the Task Force was put together in the USA to reorganize the party and to be able to. Our goal is to be able to have a footprint in all the regions of the USA, to be able to not only reach out to people, but get them to join us in a weekly meeting that we have every Sunday. It is at 4 p.m. If you are listening to me, and if you are Cameroonian living within the USA, that you haven't heard about the task force yet, please reach out to somebody, reach out to us, so we can get you involved. So we can get you involved in this Renaissance movement
that we're trying to build not only for Cameroon, but for everybody that is looking to build a new Cameroon, as I was saying earlier. So some of the things that we're also doing is that we're reaching out to community leaders. We have community leaders that are reaching out to people within their regions, within their states, to be able to get them to join us in our multiple forums. We have multiple forums on WhatsApp. We have forums and we have Facebook page presence. We have this Facebook Live that we do every Saturday at 2 p.m. Eastern Standard Time, during which we talk about the news, we discuss what's going on within the CRM task force, and we also have a guest with whom we can discuss on things that are going on in Cameroon. So please reach out to us so that you can join the movement, okay? And one of the things that people are always afraid of, always talking about, not wanting to be involved in politics. One of my friends once told me that if you don't do politics, politics will do you. Everybody has to do politics. And be able to understand that doing politics doesn't just mean that you have to be part of a political party. That's doing politics just means that when you start paying taxes, you're doing politics. When you start paying taxes, you're doing politics. If you pay taxes, you're doing politics. Because what is politics? It's just directing how things are done within a country. Okay, giving the power to people to get the affairs of a country going, and they get the affairs of a country going from the voice of the people. And you are giving that voice, you are giving that role to people that are elected to be able to use the taxpayer dollar, the money that you pay every single month, to be able to build things like roads, build the country, build hospitals. And as soon as you take your money and you put it out there, it's just normal that you find ways on how to know how that money is used. That's politics. So some people will say, "Oh, I don't want to talk politics. I don't want to join the CRM. I don't want to be part of the Renaissance movement. I'm living within the US. I'm fine. I have everything I need. I don't care about what's going on in Cameroon." Every single one of us living within the USA, you have family members back home. Do you care about their daily livings? Do you care about how they are treated? Do you care about the freedoms that they can enjoy? If you care about all that, you should get involved. You should get involved just by knowing, just by even knowing what's going on. Just by even coming in and saying, "This is what is going on. I need to find out how my people are doing." You are your brother's keeper. That's why it's very important that no matter the fear, no matter the apprehensions, no matter the things that you think may happen to you as a person, just you. So, and when you listen to the porte-parole, quand vous avez écouté ce que le porte-parole du MRC a dit, Olivier Bibounissac, quand on lui a posé la question de savoir si le président Maurice Kamto ne se présentera pas aux prochaines élections, et s'il n'est pas à l'Assemblée, ou bien s'il n'a pas participé aux dernières élections, comment peut-il avoir les signatures pour s'assurer une autre présence à la prochaine élection présidentielle? Si vous avez bien suivi le porte-parole du MRC, Olivier Bibounissac, ce qu'il a dit, c'est que, et le président national Maurice Kamto l'a toujours dit, it's not about him. Il ne s'agit pas de lui. Donc, qu'il soit candidat ou pas, ce n'est pas de lui. Ce n'est pas pour lui qu'il se bat. Il se bat pour un Cameroun nouveau. Il se bat pour un Cameroun différent. Donc, qu'il soit président ou pas, ça lui importe peu. Son objectif, c'est de se battre pour qu'on ait une société vraiment démocratique, un pays démocratique, un pays libre, où on ne peut pas seulement arrêter quelqu'un et décider de ce qui va lui arriver
sans que le système de justice ne soit respecté. C'est pour ce système qu'il se bat. C'est ce que le porte-parole du MRC, Olivier Bibounissak, a dit. Il a dit, it's more, it's bigger than Professor Maurice Kamto. It's bigger than any other political member. Because one of the questions was like, because you didn't go to the elections, there's division within the party. Because some people wanted to go, but it was decided that nobody will go. Et il a dit que comment est-ce qu'on peut diriger un pays comme le Cameroun en ce moment et être fier de le diriger avec tous les problèmes que nous connaissons. La crise dans le Nozo, la guerre, la crise dans le nord du Cameroun, la crise dans l'est du Cameroun, avec tous les problèmes qu'on a sur le plan économique et toutes les sociétés qui ont disparu. Comment est-ce qu'on peut être fier de diriger un pays comme celui-là? Est-ce que donc son enjeu, ce n'est pas d'être président du Cameroun, mais d'avoir un nouveau Cameroun d'abord. D'avoir un nouveau Cameroun d'abord. Quelle que soit la personne qui devient président, nous devons nous battre pour construire ce nouveau Cameroun-là, pour cette personne-là, pour que la tâche soit facile. Quand il parle de code électoral consensuel, est-ce que le code électoral bénéficie seulement au MRC? Ou bien ça bénéficie à d'autres partis? C'est pour tout le monde, même le RDPC. Même le RDPC a intérêt à ce que le système électoral soit consensuel et soit nouveau et qui donne des chances à tout le monde d'être élu et élu par le peuple. Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas d'un militant. Donc c'est très important qu'on comprenne ça. Et l'une des missions aussi que s'est donné le MRC, c'est d'éduquer. Nous avons commencé ce mouvement au niveau de la Task Force aux États-Unis où nous éduquons sur ce qui s'est passé au Cameroun, notre histoire, mais aussi de comprendre que pour joindre un parti, qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Est-ce que c'est le nom du président national? Non, ça ne doit pas être le nom du président national. Est-ce que c'est votre oncle qui est vice-président? Non, ça ne doit pas être votre oncle qui est vice-président. Mais pour freiner le projet de société de ce parti, épluchez-le, lisez-le, essayez de le comprendre. Et je vous lance un défi, tous ceux qui sont au niveau des États-Unis. Si vous lisez ce projet de société, vous allez appeler la task force le lendemain pour joindre le mouvement, pour joindre le combat. Et ça, je vous le dis, je vous le garantis. Lisez ce projet de société du début jusqu'à la fin et voyez toutes les propositions, tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Voyez toutes les propositions que le MRC a pour vous dans le domaine de la santé, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des affaires étrangères. On parle déjà aujourd'hui de la double nationalité. D'où est-ce que vous croyez que ce mouvement vient? Le président national a parlé de la triple nationalité, de la multiple nationalities. Et une autre chose que nous essayons de faire au MRC, en passant, en vous faisant étudier, en vous faisant comprendre ceux qui ont tout donné, qui se sont sacrifiés, Ernest Ouandjé, Martin Paul Samba, tous ces héros, ce sont nos héros. Nous devons avoir des monuments pour eux dans toutes les rues du Cameroun parce qu'ils se sont battus pour une indépendance qui était de façade. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons ce même problème d'indépendance qui est de façade. Sommes-nous vraiment indépendants? Devons-nous vraiment nous battre pour la renaissance du Cameroun en ce moment? Comment pouvons-nous le faire? Du président Amadou Ahidjo au président Paul Biya, c'était le gré à gré. Il y a un gré à gré qui se prépare,
qui a essayé de se préparer. Et dans son interview, Bibou Nissa parle aussi de ça. Olivier Bibou Nissa, porte-parole du MRC. Il parle aussi, il y a un dicton au Cameroun qui dit que, il a dit, l'oiseleur, vraiment intéressant, l'oiseleur s'étant penché pour prendre le caillou et s'étant rendu compte que l'oiseau l'a vu, l'oiseleur s'est réajusté. Est-ce que vous comprenez cette parabole? Si le MRC, à travers son président national, s'était assis et avait croisé les bras, comme ça s'est passé dans les années passées avec l'opposition, qui n'était pas vraiment active, les gens ont dit, oh, pourquoi tu insistes sur le hold-up électoral? Pourquoi tu insistes? Et le professeur Maurice Kamto, c'est un visionnaire. Vous croyez que ce gré à gré n'a pas été ne s'est pas matérialisé? Pourquoi? C'est parce que, comme on dit, l'oiseau a vu le caillou. Et c'est ce que Olivier Bibou-Nissak disait dans son interview. Et si l'oiseau voit le caillou, vous ne pouvez pas le frapper, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, c'est de ça que Olivier Bibou-Nissak parle. C'est parce qu'il y a eu ces pressions, c'est parce qu'il y a ces montées au créneau, concrétisées par le discours le 1er juin du président national, professeur Maurice Kamto, qui a dit il n'y aura pas de pouvoir gré à gré, de passation de pouvoir gré à gré au Cameroun. Les gens vont dire, oh, c'était juste un discours, mais tenez-vous tranquille. C'est beaucoup de pression au niveau de la communauté internationale, au niveau du Cameroun, au niveau des décideurs. Donc, c'était très important qu'ils sortent et qu'ils donnent la voix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de gré à gré au Cameroun. Et nous n'aurons pas de gré à gré au Cameroun. Parce que les gens sont éveillés. Les gens sont en train de renaître. Les gens sont debout. Les gens sont en train de renaître. Et c'est très, très important. Donc, c'est cela, c'est de ce combat qu'il s'agit en fait. C'est un combat plus intellectuel que physique. C'est un combat plus intellectuel que physique. Donc, c'est de ce combat-là que nous parlons. Et comme je disais tout à l'heure, si, d'une raison ou une autre, qu'il y ait quelque chose que nous n'avons pas encore compris, que nous soyons Camerounais, que nous soyons membres de l'opposition, que nous soyons membres du RDPC, que nous faisions partie de l'armée, que nous faisons partie de la police. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est nous qui donnons le pouvoir. C'est nous qui donnons le pouvoir. Donc, je viens d'avoir, par ma régie technique, nous avions, comme vous pouvez le savoir, un programme d'avoir un invité pour ce programme et nous avions eu des convenus pour l'avoir en ligne. Là, maintenant, ma régie m'annonce que c'est Maître Fidèle Djumbisi qui est en ligne avec nous. Est-ce que c'est Maître Fidèle ou bien c'est Serge Melaga qui est là avec nous? Allô, vous m'écoutez? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que j'ai Maître Fidèle Djumbisi? Oui, exactement, c'est lui,
barreau du Cameroun, avec résidence à Douala. Ah, comment vous allez, maître? Je vais très bien. Ok, là, nous allons entrer directement dans le vif de notre programme avec vous. Et déjà, comme nous avons pris un peu de longueur pour vous avoir, nous allons rentrer directement dans le vif de nos questions. Qui est maître Fidèle Jumbissi? Oui, je suis avocat au barreau du Cameroun depuis 2001 comme avocat stagiaire. J'ai obtenu mon examen de fin de stage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2003. Et je suis inscrit au grand tableau depuis lors. Et ça fait que je peux totaliser à ce jour 17 ans d'expérience professionnelle au grand tableau, plus de 2 ans de stage, ça fait 19 ans. Je me suis engagé au mouvement pour la naissance du Cameroun depuis sa création en 2012. Et en 2012, j'ai été candidat aux élections législatives et municipales pour la première et le puissante. Et j'ai été le régional du mouvement pour la naissance du Cameroun pour le littoral 1 de 2014 à 2016. Pour le moment, je suis le coordonnateur régional du littoral pour la communication. D'accord, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, maître. Et comme nous disions tout à l'heure, nous sommes la task force MRC USA. Nous essayons de réorganiser les instances du parti au niveau des États-Unis dans toutes les régions. Et l'un de nos objectifs, c'est aussi d'avoir des conversations comme ça tous les samedis avec un membre du MRC ou bien même de la société civile qui peut déjà nous aider à comprendre et à améliorer ce que nous faisons. Donc, puisque vous êtes dans le système judiciaire, maître, si je peux vous demander, quelle est la situation du système judiciaire par rapport aux prisonniers politiques du MRC à la tête desquels se trouve Mamadou Mota? Est-ce que vous êtes au courant de leur situation en ce moment, de ces prisonniers politiques? Oui, je peux dire que ces prisonniers politiques sont illégalement détenus. Et on peut dire que c'est une détention arbitraire. Et en tant que tel, ça a donné droit à saisir le juge de libération immédiate qu'on appelle le juge habeas corpus pour obtenir leur libération. Mais comme ils sont des otages politiques du régime en place, les magistrats qui sont aux ordres pour les subterfuges, tous les moyens pour empêcher que nous puissions les libérer, que par la procédure normale de habeas corpus, on puisse les libérer. Et c'est pour ça qu'ils multiplient les renvois, ils trouvent toujours des prétextes pour ne pas juger. Et des fois, c'est le mandat d'extraction de la maison d'arrêt pour le tribunal qui n'est pas décerné, et ça leur donne des motifs pour renvoyer. Donc, on peut appeler dans la torture judiciaire. C'est une torture judiciaire, tout simplement parce qu'on me fait mal au professeur Maurice Kamto, président élu, et au MRC en général. Bon, vraiment, c'est vraiment douloureux, comme vous le dites. Je crois que Mamadou Mota est à son 12e renvoi, c'est ça? Exact. Et il refuse de le libérer par la procédure de habeas corpus et il refuse de le juger à la cour d'appel pour statuer sur son sort, puisqu'il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme par le tribunal de première instance de Yaoundé et Kourou. Et la peine a été faite, on devrait statuer sur le mérite de la peine. Pourquoi, si on réduit la peine ou si on le libère? Parce que je pense que le ministère public n'avait pas fait appel. Et si le ministère public n'a pas fait appel, cela suppose qu'on devrait aggraver sa peine à la cour d'appel. À la limite, on devrait plutôt réduire sa peine ou bien le déclarer non coupable. Bon, comme ils savent que si statut, comme il a déjà passé 1 an, et que au pire des cas, on devrait réduire sa peine qu'il soit libéré, ils trouvent que ce serait une aubaine le mouvement pour la résistance du Cameroun. Donc, c'est vraiment un combat politique sur un terrain judiciaire. Et cela qui Tout à fait. le pays n'est pas indépendant.
Tout à fait. Donc, si je vous écoute très bien, Maître Zimbisi, ces refus et ces rejets d'habeas corpus n'ont aucune base juridique. Oui, si on respectait les règles, les conditions de habeas corpus, ils ne devraient plus être là où ils sont aujourd'hui. Ils devraient se retrouver chez eux. Tous ces camarades-là, tous ces amis politiques devraient être chez eux parce que les règles d'arrestation et de placement en détention ont été violées. Et lorsque c'est violé, la loi prévoit que le juge de liberté, le juge de habeas corpus, devrait ordonner la libération immédiate. C'est ça, c'est ça. Et nous allons passer à un autre sujet d'actualité en ce moment au Cameroun. Selon vous, c'est quoi le gré à gré et que prévoit la constitution camerounaise? Oui, il faut comprendre que le président élu, le professeur Maurice Kamto, a parlé du gré à gré sur la base des informations qu'il a et également sur la base du fait historique. Il ne faut pas oublier que le phénomène politique est historique et social et que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu le gré à gré dans notre pays. Quand on cela veut dire qu'on s'organiserait à désigner un président en dehors du peuple camerounais. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas possibilité pour les Camerounais de choisir leur dirigeant de façon libre et de façon consciente. Donc, ils voudraient imposer une personne qui n'est pas celle-là qui est sortie des urnes, c'est-à-dire imposer aux Camerounais un président qui n'est pas élu. Par exemple, modifier la Constitution ou instituer quelqu'un qui peut succéder au président en fonction en cas de vacances avec droit de succession. Comme la loi a laissé entendre au Cameroun, on devrait instituer un vice-président qui peut succéder au président en cas de vacances. Comme on a fait en 1975 avec le président qui avait modifié la Constitution en 1975 pour instituer le poste du Premier ministre et avait érigé ce poste de Premier ministre au rang de la succession. Et c'est comme ça que Paul Biya a été nommé en 1976 comme Premier ministre et en 1982, quand M. Aïdjo a démissionné, Paul Biya lui a succédé d'avoir été élu. C'est ça le gré à gré. C'est ça la première hypothèse de gré à gré. La deuxième hypothèse de gré à gré, c'est quoi? C'est d'organiser un simulacre d'élection. Parce qu'on peut organiser les élections comme on a fait en 2018 et que celui qui est proclamé vainqueur n'est pas celui qui est choisi par les Camerounais, n'est pas celui qui est sorti des urnes. C'est-à-dire qu'on a des organes comme le LECAM et le Conseil constitutionnel qui sont à la solde du parti au pouvoir ou à la solde de ceux qui organisent les élections et proclament celui qu'ils ont choisi, non celui que le peuple camerounais a choisi. Et c'est pour cela que le professeur Maurice Kamto, le président élu, a exigé qu'il ne doit pas avoir des prochaines élections populaires au Cameroun sans qu'il y ait réforme du système électoral. Réforme du système électoral pour rendre indépendants les organes en charge des élections, c'est-à-dire l'organe comme l'ECAM et également le Conseil constitutionnel. C'est ça? Donc, si dans l'une des hypothèses, comme dans l'autre, s'il y a un président qui est désigné, c'est du gré à gré. Ça peut être dans la Constitution, comme ça peut être dans les élections organisées en état actuel avec le code électoral que nous connaissons. Très édifiant, maître. Maintenant, je sais que dans sa dernière sortie, le président national a parlé de mobilisation. Et pour le peuple, pour celui qui est le Bayam Selam, pour celui qui est le planteur, qui n'est pas vraiment, qui est ignorant de ce que c'est que le gré à gré et de comment est-ce qu'on peut identifier les signes de cela. Comment est-ce que vous demanderez au peuple normal, c'est-à-dire celui qui va à ses occupations, le Bayam Selam,
l'épiceur, le planteur, quels sont les signes en ce moment au Cameroun qui présentent déjà que ce genre de manigance est en préparation? Oui, les signes sont très perceptibles. Il y a d'abord, comme je dis tout à l'heure, que le phénomène politique est historique et social. Nous pouvons dire que ce n'est pas la première fois. Lorsque le président Amadou Ahidjo devenait le premier président du Cameroun, c'était un gré à gré, puisqu'on avait remplacé, on avait enlevé l'ancien premier ministre André Marie Binda pour mettre Ahidjo. C'était un gré à gré. Et après Ahidjo, Amibia, c'était un gré à gré. Donc, il n'y a jamais de 203. Donc, il faut comprendre que ceux qui sont au pouvoir maintenant ont commis des malversations financières et des crimes énormes. Et leur préoccupation, c'est de conserver le pouvoir pour éviter tout. Ils souhaiteraient être à l'abri de tout de suite. Et ils seraient prêts à tout faire pour conserver le pouvoir. Et si vous avez vu l'œuvre de Ebenezer Ndongwele, dans lequel intitulé Discours sur la vie quotidienne, quand il parle des régimes politiques totalitaires, des régimes politiques autoritaires, comme celui que nous avons au Cameroun maintenant, qui ont mis surtout l'homme au pouvoir, ils ont beaucoup tendance à ne pas quitter parce qu'ils ont peur des poursuites qu'ils peuvent subir. Donc, ils vont tout faire pour s'organiser à conserver le pouvoir. C'est tout à fait logique. Il ne faut pas être sorcier pour comprendre. Ce n'est que c'est le rempart, c'est le seul rempart qu'ils ont, parce que s'ils ne le font pas, ils craignent qu'un autre président qui viendrait et qui ne serait pas de leur groupe va seulement organiser la poursuite comme eux pour des crimes et des malversations financières qu'ils ont commises. Ouais, c'est vraiment très intéressant de voir sur cet angle-là. Et maintenant, quand on parle de mobilisation et quand on connaît le peuple camerounais qui n'est qu'en train de renaître à travers le mouvement de la Renaissance, et je sais que ici de mobilisation, il fait appel aux Camerounais de pouvoir exercer leur souveraineté, parce que la souveraineté du peuple, la souveraineté appartient au peuple. C'est ce que dit l'article 2 de la Constitution. Même si le peuple l'exerce à travers le président de la République et des membres du Parlement, le peuple garde quand même la souveraineté et que le peuple peut retirer cette souveraineté au président de la République et au Parlement à tout moment. Et pas de manifestations pacifiques, parce que nous tournons au mouvement pour la naissance du Cameroun, le changement dans la paix. Nous ne voulons pas de violence, nous ne voulons pas de guerre dans notre pays. Et quand le président élu pas de mobilisation, c'est un appel au peuple que s'il y a une initiative, s'il y a une entreprise de gré à gré, que les Camerounais puissent se lever pour dire non, pour manifester leur désapprobation à cela, et de façon pacifique, pas en prenant les armes, en disant à ceux-là que non, vous ne pouvez pas faire ça parce que nous ne sommes pas d'accord. On a vu ça un peu ailleurs, on a vu cela au Burkina Faso, on a vu au Sénégal. Au Sénégal, quand Abdoulaye Wade voulait modifier la constitution pour instituer un poste de vice-président d'abord, et dit que le président peut être élu au premier tour à 25%, et Abdoulaye Wade avait le projet de mettre son fils comme vice-président, et qu'avec le ticket, il devait passer, il savait qu'il passait le pouvoir à son fils. Et c'était une tentative de gré à gré, et c'est le peuple camerounais, le peuple sénégalais qui a stoppé ce projet ignoble. Donc, c'est à ça que le président, quand on renvoie les Camerounais qui doivent faire comme les autres peuples qui ont décidé de ne pas laisser passer un tel projet macabre. C'est exact. C'est cela.
Ouais, c'était vraiment, c'est vraiment l'ossature de la question, c'est vraiment de faire comprendre au peuple camerounais pourquoi est-ce que c'est important vraiment d'empêcher ce gré à gré, parce que vous savez, d'avoir vécu dans cette situation, on peut se plaire, on peut s'oublier, on peut être zombifié, comme on dit souvent. Et c'est vraiment ce combat-là au niveau déjà du MRC qui doit être fait et pour faire comprendre aux Camerounais pourquoi, en fait, le pourquoi d'éviter ce gré à gré-là. Oui, non, j'ai expliqué tout à l'heure que l'intérêt du gré à gré, c'est pour ceux qui sont au pouvoir depuis des années et qui ont commis des crimes et des malversations financières et voulaient se mettre à l'abri de poursuites. Et ils savent que si un autre gouvernement arrive, ils vont être interpellés sur les actes. Qui s'organisent à faire un gré à gré. Donc, c'est donc, nous allons passer à une autre question sur la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Selon vous, pourquoi pensez-vous parce que le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, parle toujours premièrement de la résolution du passif, le passif à partir des élections de 2018, la résolution de la crise dans le Nozo, et puis la refonte est vraiment une refonte consensuelle du code électoral. Et pourquoi est-ce que vous pensez que la résolution du conflit du Nozo est vraiment tintamarre, est vraiment important, est vraiment crucial à cette transition politique et démocratique au Cameroun? Oui, la résolution de la crise au Nozo est primordiale, comme dit le président élu. Et la résolution de cette crise est aussi liée avec la réforme du système électoral. Les deux sont liés. Et l'un ne va sans l'autre. Parce que souvenez-vous que lorsque nos compatriotes de la zone anglophone ont protesté, ont fait la manifestation, protesté contre le régime en place, ils ont évoqué la mauvaise gouvernance. Ils ont évoqué la mauvaise gouvernance, ça veut dire que ceux qui ne sont pas ceux qui ont voulu, c'est-à-dire que les dirigeants n'ont pas été désignés par eux-mêmes. Et vous vous souvenez que Mancho BBC, dans la ville de Bamenda, avait porté un cercueil pour aller chez le délégué du gouvernement pour protester les conditions de vie dans la région du Nord-Ouest et plus principalement dans la ville de Bamenda. Là, c'était donner un signal par rapport à la mauvaise gouvernance et que le délégué du gouvernement qui était là n'était pas choisi par le peuple du Nord-Ouest ou les autres délégués, ou les Camerounais des autres villes où il y avait l'institution, le délégué du gouvernement. Donc, ça veut dire que résoudre le problème du Nozo et ne pas résoudre le problème de réforme du système électoral ne sera pas régler le problème en entier. Parce que pour régler le problème en entier, il faut unir les deux. Parce que si on règle le problème du Nozo, il faut aussi donner la possibilité aux populations de nos groupes de désigner leurs dirigeants. Et pour désigner vraiment leurs dirigeants, il faut passer par la réforme du système électoral. C'est pour ça qu'il est lié. Vrai, vous avez complètement raison, Maître Dubuissi. Nous acheminons vers la fin de cette rubrique avec vous. Et j'ai une question que je pose toujours à mes invités, c'est de savoir, nous faisons partie de la task force, comme je vous ai dit au début, et nous essayons de faire à notre niveau ce que nous pouvons pour amener le changement, les institutions camerounaises à changer, le gouvernement camerounais à changer, à instaurer une société juste, démocratique. Que pensez-vous des efforts qui sont fournis par ceux comme nous, des diasporans installés à l'étranger? Et par rapport à ce travail,
quels sont les conseils que vous pouvez nous donner? Quel est votre constat? Et quel est l'impact que vous pensez que nous pouvons avoir dans le combat de la résistance? Je peux vous dire que je suis très flatté par l'engagement de nos concitoyens de la diaspora. Et je pense que c'est eux qui ont apporté la pierre angulaire à la résistance. Et je veux les encourager à maintenir cette flamme-là, parce que ici, à l'intérieur du pays, la résistance n'est pas facile. Et parce que nous avons affaire à un régime qui est violent et brutal et qui est méchant. Et il n'y a pas de liberté et que la plupart de nos résistants se battent d'abord pour la survie. Et la bataille est très difficile à l'intérieur. Et je pense que c'est l'appui de l'extérieur, ce n'est pas nos compatriotes de la diaspora qui pourra faire évoluer les choses, même si à l'intérieur, il est nécessaire que quelque chose bouge. Parce que le combat de l'extérieur ne suffira pas. Ouais, c'est vraiment édifiant parce que nous avons suivi beaucoup beaucoup de gens dire que le combat au niveau de la diaspora n'a pas d'effet, ou bien que nous sommes trop éloignés du feu de l'action, et que vraiment il faut venir sur place au Cameroun pour vraiment apporter ce changement. Et selon ce que je pense, c'est que chacun a son rôle à jouer dans un combat comme celui-ci. Oui, amener ce que nous appelons en anglais l'awareness, c'est quelque chose qui est très crucial et très important dans ce que nous faisons comme combat. Et maintenant, vous avez joint le MRC et vous êtes avocat au barreau camerounais. Et pour un citoyen camerounais, quel que soit là où il se trouve, que ce soit au Cameroun ou bien ici chez nous en diaspora, comment faire pour surpasser ces appréhensions qui disent que quand on fait la politique, on est fiché, ou bien que c'est très dangereux? Et comment traverser ce Rubicon-là? Comment traverser ce pont-là et se lancer dans le combat? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Oui, il faut d'abord avoir de l'amour pour son pays et avoir le sens du sacrifice et beaucoup de courage. Et savoir qu'à tout moment, soit on peut perdre les ressources, on peut perdre ses ressources matérielles pour vivre à cause du régime en place, soit on perd même sa vie. Il y en a qui ont perdu leur vie. Et il y en a qui, même sur le plan familial, ont été déstabilisés. Donc il faut une dose de beaucoup de patriotisme. Parce que moi, personnellement, comme avocat, je suis aussi persécuté. Je suis aussi persécuté par le régime en place qui parfois menace certains de mes clients et tout ça. Mais nous supportons depuis 2012, nous supportons cela. C'est tout à fait, c'est tout à fait. Et parce que dans une rubrique de notre programme, nous parlons des héros nationaux, ceux qui ont tout donné, ceux qui ont sacrifié pour nos indépendances. Et nous faisons cela pour faire comprendre aux gens, comme vous venez de le dire, que le sacrifice peut être ultime. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et d'accord. Et maître Boulissier, nous sommes arrivés. C'est ça. Nous sommes arrivés ici à la fin de notre temps avec vous. Nous allons vous laisser conclure avec un dernier mot de la fin, quelque chose peut-être que vous aviez à passer aux téléspectateurs et que nous n'avons pas discuté, et pour conclure. Oui, c'est la première fois que j'interviens sur votre chaîne. Je suis très content de découvrir votre chaîne et d'être en communication avec nos compatriotes des États-Unis.
La prochaine fois que vous me solliciterez, si je suis disponible, je ne titerai pas. Je vous remercie pour cette demande. Allez, merci encore, maître, et vous passez une excellente nuit. Merci, merci mon frère. Alors là, c'était Maître Dumissier, Fidèle Dumissier du MRC, et nous avons couvert beaucoup d'éléments avec lui, et vous avez suivi déjà son intervention. Et là, nous sommes arrivés à la fin de notre temps avec vous en ce samedi 4 juillet. Et comme je l'ai dit dès le départ, n'oublions pas, aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance aux États-Unis. Et pour cela, je vais souhaiter à tous les Américains, à travers moi et tous les amis politiques et la task force du MRC, je vais souhaiter une très belle fête du 4 juillet. Je sais que dans toutes les villes des États-Unis, ce soir, il y aura ce que nous appelons le fireworks, et go and enjoy. And please stay safe. And until then, I will talk to you next Saturday for another brief hour with the CRM Task Force USA. Thank you, and you have a great, great, great evening.